Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africable Télévision, la chaîne du continent. Et merci d'être fidèles à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. En première partie d'émission, nous allons essayer de comprendre pourquoi les changements à la tête de l'exécutif centrafricain se font toujours dans la violence armée. Dans la seconde partie, nous essaierons de comprendre quelle est la nature des relations entre la Chine et les pays africains. En troisième partie, nos invités répondront à vos appels téléphoniques. Ce soir, je reçois sur le plateau comme invité Dr Aristide Koyamba, secrétaire général de l'Association des ressortissants centrafricains au Mali, en abrégé Arkam Sewa, et M. Karamoko Kane, professeur agrégé d'économie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Le 24 mars dernier, une rébellion armée mettait fin au régime de M. François Bozizé, lui-même parvenu au pouvoir 10 ans auparavant, dans des conditions similaires et avec les mêmes complicités sous-régionales. Pourquoi la Centrafrique est-elle en proie à cette violence dans le champ politique? Nous allons essayer de comprendre ce phénomène après le micro-trottoir. Le problème centrafricain, elle est très cruciale parce que le président est arrivé par les armes, il est parti par les armes. Mais demandons-nous si présentement quelqu'un d'autre n'est pas en train de se préparer pour venir au pouvoir par les armes. Ce qui traverse la Centrafrique, c'est vraiment déplorable vu que c'est des rebelles et que l'organisation centrale s'est réunie en amenant des forces et c'est ces forces qui sont retirées pour laisser la place à ces rebelles afin de prendre Bangui. Donc pour moi, il faut un éveil de conscience, il faut que les gens se voient, se consultent. La situation centrafricaine interpelle la conscience de tout un chacun. Il faut que les armées africaines soient des armées nationales, à même de défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Moi, je ne dis pas qu'on peut toujours soutenir des dictateurs. C'est vrai, on n'a plus besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Nos démocraties sont toujours fragiles. Elles peuvent à tout moment être balayées par des hors-la-loi. Si les péchistes, ils acceptent de faire les élections transparentes, libres, et que ça ne prenne pas de temps, ça peut aller. Mais si eux, ils vont rester, si les péchistes décident de rester au pouvoir jusqu'à 6 ans, 3 ans avant de faire des élections, bon, tu sais, c'est dur. C'est des pays où malheureusement on ne pratique que la politique politicienne. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui pour pratiquement tous les États africains. On a souvenance malheureusement des coups d'État, des anciens présidents qui ont été plutôt dictateurs, assassins et tout, et qui ont toujours pensé à leur propre intérêt. Il faut que les Centrafricains se donnent les mains, qu'ils prennent conscience que c'est eux d'abord qui sont les premiers facteurs, n'est-ce pas, de cet élément. Voilà, je pense que si cette idéologie est acquise, alors il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La République centrafricaine ressemble à un pays dépourvu d'État, dépourvu de direction, dépourvu également de perspective. Donc c'est quelque chose comme un État épave, un navire qui chavire sans fin et qui effectivement inquiète tous ses voisins. La solution, c'est la solution démocratique. Il faut qu'il y ait des démocraties dans nos pays et il faut passer par les urnes. Sans ça, les mêmes problèmes vont revenir. Parce que tu viens au pouvoir par les armes et tant que tu n'instaures pas la démocratie, un jour, c'est par les armes tu vas partir. État sans direction, État épave, État à la dérive, les mots sont assez durs, docteur Koyamba. Qu'est-ce qui donc peut expliquer le recours permanent à la violence dans le champ politique dans votre pays, la République centrafricaine? Je vous remercie, M. Mariko, pour cette occasion que vous nous offrez pour débattre de la situation politique en République centrafricaine. Alors,
Dans votre reportage, nous avons des auditeurs, des téléspectateurs qui ont qualifié la situation en Centrafrique de situation très grave. On a même jusqu'à parler d'État épave, d'État en dérive. Et j'ai beaucoup apprécié cela parce que aujourd'hui, si le changement au sommet de l'État se fait dans la violence, c'est parce que les hommes politiques ont failli. N'ont pas eu d'hommes d'État valables de réunir tous les Centrafricains, les filles et les fils de Centrafrique, pour pouvoir travailler avec eux afin d'amorcer un véritable développement, un véritable changement en RCA. Voilà, entre autres, les raisons pour lesquelles chaque fois quand un président vient, il est chassé par Kouda. Pourquoi? Parce que quand un président arrive au pouvoir, la gestion au sommet de l'État est caractérisée par le tribalisme, par le clanisme. Donc, on s'entoure de sa famille, de sa tribu, de son clan, et je vais dire que le pillage systématique des biens de l'État est organisé. Et malheureusement, on arrive à de tels résultats où les mécontentements de la population vont finalement se manifester par la violence. Et puisqu'il y a certains qui ont la possibilité de prendre les armes, ils vont prendre les armes pour essayer de mettre fin au régime dictatorial. Oui, ils prennent les armes, en général d'ailleurs avec l'aide, sinon la complicité de certains pays voisins. Comment vous expliquez ça? Oui, la complicité des pays voisins, je crois que c'est un phénomène nouveau. Sinon, le premier coup d'État qu'il y a eu en Centrafrique, c'était dans la nuit du 1er janvier 1965, plutôt du 31 décembre 1965 au 1er janvier 1966. Le coup d'État de la Saint-Sylvestre. De la Saint-Sylvestre avec le colonel Jean-Bédel Bokassa, qui a déposé le président David Dacko. Il n'y a pas eu de violence particulière en dehors du fait que le président Dacko a été déposé. Ensuite, il y a eu l'opération Barracuda, où un commando français a chassé le président Jean-Bédel Bokassa du pouvoir pour ramener le président Dacko au pouvoir. Ça, c'est le 20 septembre 1979. Et ensuite, il y a eu le coup d'État du 1er septembre 1981, où le général André Kolimba, à l'époque chef d'état-major des forces armées centrafricaines, avec un collectif d'officiers, a fait un coup d'État pratiquement sans effusion de sang. Ils ont obligé le président Dacko à démissionner et à leur rendre le pouvoir. Ensuite, ils ont pris des dispositions sécuritaires pour sécuriser les biens et les personnes. Donc, pratiquement, il n'y a pas eu de pillage à cette époque. Il n'y a pas eu de pillage parce que le président Kolimba à l'époque avait pris des dispositions pour mettre des militaires partout dans la ville de Bangui. Quand les pilleurs voulaient sortir, automatiquement les militaires intervenaient pour les demander de rentrer chez eux. Donc on n'a pas connu de pillage en 1981. Mais malheureusement, après les élections de 1993, où le président Patassé, premier président civil, élu démocratiquement et investi, va malheureusement, au lieu de diriger le pays avec, dans l'art de la démocratie, va plutôt adopter une attitude revanchard qui a consisté systématiquement à faire de la chasse aux sorcières. C'est-à-dire en persécutant systématiquement les anciens dignitaires du régime de Kolimba. Et malheureusement, 2 ans après, on a commencé à connaître des difficultés d'ordre social avec les arrêts de salaire. Et comme les militaires ne peuvent pas trop souvent entendre, ils ont pris les armes le 18 avril 1996 et c'est la série d'une mutinerie où on va constater en novembre 1996 la mutinerie a atteint son paroxysme et à l'époque le sommet France-Afrique de Ouagadougou avait envoyé des chefs d'État africains
en Centrafrique, notamment le président Alpha Oumar Konaré du Mali, Blaise Compaoré du Burkina Faso, Idriss Déby Itno du Tchad et le président Omar Bongo du Gabon pour faire la médiation. Et à l'issue de cette médiation, il y a la MISAP qui avait été mise en place, dirigée par le général ATT. Donc voilà un peu comment les choses sont passées en Centrafrique. Le facteur fondamental, ou bien la raison fondamentale du changement de pouvoir dans la violence en Centrafrique, c'est le tribalisme et la gabégie. C'est-à-dire donc la mauvaise gouvernance. Monsieur Kane? Je vais intervenir. Je crois qu'il faut aller au-delà de l'événementiel. La vraie question pour la République centrafricaine et les autres pays africains, c'est l'ancrage démocratique. Est-ce qu'il y a réellement un état d'esprit démocratique dans ces pays? La démocratie, ce n'est pas seulement des élections. C'est aussi l'acceptation, par exemple, par le pouvoir en place, que ceux qui sont dans l'opposition puissent exercer les activités. C'est aussi l'acceptation par ceux qui sont dans l'opposition qu'il faut attendre les prochaines élections pour venir au pouvoir par la voie des urnes. Or, l'impression que j'ai, c'est que après le sommet de N'Djamena, on semble encore repartir joyeusement en disant, dans 18 mois, nous ferons de nouvelles élections et nous reprendrons et nous retrouvons la démocratie. Et à mon avis, la démocratie, ce n'est pas seulement des élections, c'est aussi l'acceptation, c'est des libertés publiques, les libertés politiques. Et je crois que c'est cette question qu'il faut poser. Est-ce que ces libertés-là, est-ce que la démocratie est réellement ancrée en République centrafricaine? Alors, vous avez évoqué le sommet de N'Djamena. Je voudrais que nous y revenions un tout petit peu, parce que ce sommet a pris des décisions qui sont quand même assez curieuses. La première décision, c'est que le sommet refuse de recevoir François Bozizé, président qui a été évincé par la force. Mais en même temps, le sommet dit qu'il ne reconnaît pas un président arrivé par la violence et qui s'est autoproclamé président. Alors, donc, d'un côté, on refuse de recevoir celui qui avait la légitimité, et de l'autre, on dit on ne reconnaît pas celui qui a pris le pouvoir par la force. Par contre, dans les décisions ultérieures, on met en place un mécanisme qui permet au nouvel arrivant, celui qui est arrivé par les armes, de se maintenir, même si on ne dit pas les choses de manière assez claire. Parce que le CNT qui va être mis en place va probablement désigner M. Michel Diotodia comme président de ce conseil-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Koyamba? Oui. Quand ce sommet a eu lieu, naturellement, les Centrafricains attendaient avec beaucoup d'impatience les résultats. Parce que l'avenir de la Centrafrique se décidait quelque part en N'Djamena. Alors, les décisions qui ont été prises en N'Djamena ont été saluées par le peuple centrafricain dans son ensemble. Pourquoi? Parce que la durée de la transition voulue par le président autoproclamé était trop longue. 3 ans. 3 ans. Oui, cette durée était trop longue. Et cette durée étant ramenée à 18 mois, donc les Centrafricains croient que cette durée de 18 mois va nous permettre au moins d'aller vite vers les élections et sortir de ce cycle vicieux dans lequel le pays est plongé depuis. Mais M. Kane vous dit que les élections seules ne suffisent pas. Oui, malheureusement, en Afrique d'une manière générale et en Centrafrique d'une manière particulière, les partis politiques ne font pas leur travail à la base. C'est aux partis politiques à la base de former les militants pour que la démocratie soit une réalité en Afrique. On n'impose pas la démocratie, on ne décrète pas la démocratie. Il faut apprendre au peuple la culture de la démocratie pour aller vers des institutions fortes et aller vers la prospérité de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du sommet que je venais d'évoquer tout à l'heure, à savoir la mise en place d'un collège des forces vives de la nation qui va désigner le chef de l'exécutif, qui va désigner l'organe législatif qui sera aussi en charge de l'élaboration d'une constitution. Qu'est-ce que vous pensez de cette... J'en pense. En fait, cette constitution qu'on va élaborer, elle sera sûrement identique à 99% à celle qui vient d'être évincée. Il n'y a aucun doute là-dessus. En conséquence, c'est une question d'hommes, comme il l'a dit. Alors, c'est une question d'hommes, c'est une question de tribus. En réalité, les mêmes causes vont avoir les mêmes effets. Vous êtes aussi pessimiste? Bon, je ne suis pas aussi pessimiste. Moi, je crois qu'en Centrafrique, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des hommes d'État.
des hommes d'État capables de pardonner. Vous en connaissez? Ben, je n'ai pas de nom à citer ici. Non, vous me dites oui, j'en connais. Je ne vous demande pas de citer. Si, j'en connais. Ah, très bien, continue alors. J'en connais. Il faut des hommes d'État capables de pardonner. C'est très important. Parce qu'il y a eu beaucoup de sang versés en Centrafrique. Depuis 1996, il y a eu beaucoup de sang versés en Centrafrique. Donc il faut que les Centrafricains se retrouvent, se regardent en face, se disent certaines vérités et se pardonnent pour pouvoir amorcer un nouvel avenir. On parle également de présence de djihadistes parmi les nouvelles autorités arrivées au pouvoir. Oui. Parlez-vous réellement? Oui, en réalité, le président autoproclamé Michel Djotodia, pour avoir une force de frappe, a fait appel aux islamistes qui circulent dans la région. Frontière Centrafrique-Soudan, Centrafrique-Tchad. Et c'est avec ces islamistes qu'il est rentré à Bangui. Et cela se voit sur le terrain, à travers les pillages. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que une fois que les rebelles entrent dans une localité, le pillage est systématique. Et ils s'attaquent particulièrement aux églises. On l'a constaté à Bangassou, où l'église a été systématiquement pillée. L'hôpital a été pillé, le bloc opératoire détruit. Et à Bangui, le dimanche, quand ils sont rentrés dans la capitale, ils ont même agressé des fidèles à la cathédrale de Bangui. Donc l'archevêque de Bangui avait réagi pour demander aux nouvelles autorités de prendre des dispositions pour que les chefs religieux soient respectés, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Docteur Kouamba, est-ce que vous pensez que le risque islamiste est avéré en Centrafrique de par ce fait-là? Oui, le risque est avéré. Si on n'en fait pas garde, on risque de connaître la même situation qu'au nord du Mali. Parce que les Islamistes étaient venus s'installer et petit à petit on a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à piller des mausolées à Tombouctou, ils ont commencé à détruire des monuments, et c'est à peu près ce qui se passe à Bangui, où ils détruisent systématiquement. La présidence, le palais de la présidence a été pillé au point où on ne peut même plus le reconnaître. C'est la première fois où après un coup d'État, on se retrouve avec le palais de la présidence pillé. C'est vrai. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette première partie de notre émission. Je vais quand même poser une question. Personne ne parle des victimes de cette situation. Personne ne parle des femmes violées, des orphelins, des veuves. Personne n'en parle. Et même le sommet extraordinaire de N'Djamena n'en a pas fait cas. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, c'est un sentiment de tristesse parce que cela fait 20 ans maintenant que le peuple centrafricain souffre. Et cela n'a que trop duré. Et je crois qu'il y a des organisations sur le terrain qui sont en train de recenser ces victimes-là. Et je crois qu'un jour viendra où ceux qui ont commis ces actes barbares devront répondre de leurs actes devant les institutions judiciaires afin que justice soit faite. Très bien. Alors, au-delà de ces crimes abominables, donc je disais que la principale victime, c'est le peuple centrafricain. L'un des intervenants tout à l'heure parlait d'un État fantôme, d'un État qui n'existe pas. En réalité, il faut comprendre que le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la pauvreté. Le vrai problème, c'est les femmes qui meurent en couche. C'est les infirmières bondées, c'est les enfants qui meurent avant 5 ans. Or, il n'y a pas de développement lorsqu'il n'y a pas de bonnes institutions. Il n'y a pas de développement dans un pays où le droit de propriété n'est pas garanti et les libertés politiques et économiques ne sont pas garanties. Et je pense donc que ce qu'il faudrait faire, c'est un vrai débat au niveau du peuple centrafricain pour un débat portant sur l'ancrage réel de la démocratie et son attestation par chacun et par tous. Ce débat est-il possible? Oui, cela est possible. Et c'est le lieu de lancer un vibrant appel aux nouvelles autorités centrafricaines afin qu'une conférence nationale souveraine soit organisée, qui va réunir toutes les filles et tous les filles de Centrafrique, qu'ils soient en dehors du pays ou bien à Bangui-sur-Place, que tout le monde puisse rentrer et qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et dégager les voies et moyens pour sortir définitivement de cette crise. Très bien. Nous voilà arrivés au terme de la première partie de notre émission de ce soir. Nous allons aborder la seconde partie.
Je suis convaincu qu'à condition qu'elle maintienne la paix et la stabilité et qu'elle explore activement une voie de développement qui répond à ces conditions, l'Afrique embrassera un avenir plus brillant. Ainsi parlait le président chinois Xi Jinping au sommet des BRICS à Durban, en Afrique du Sud, le 28 mars 2013. Les BRICS, comme vous le savez, c'est le groupe Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui sont réunis dans un groupement qu'on appelle les puissances émergentes. Alors, ce discours du président chinois est un discours qui est bien connu des Africains, puisqu'ils l'ont beaucoup pratiqué avec leurs amis occidentaux. Alors, la Chine est-elle un nouvel impérialisme qui va sévir en Afrique ou qui sévit déjà en Afrique? Ou est-ce un partenaire sur lequel l'Afrique peut s'appuyer pour son développement? Nous allons ouvrir le débat après le micro-trottoir. La coopération sino-africaine au Gabon, nous les Gabonois particulièrement, ça ne sont pas bénéfiques là-dedans. Parce que dans toutes les activités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on voit le secteur bois, le secteur la pêche et tout. Non seulement quand ils arrivent, s'ils pêchent avec des chalutiers, ils prennent tout, ils s'en vont avec ça en Chine et tout, ils font des transformations et tout, et ils reviennent encore nous vendre ce poisson. Et moi je pense que c'est pas normal. Vu la situation économique de la Chine sur la scène internationale, c'est la deuxième puissance économique. Or, depuis l'indépendance, à nos jours, nous avons 50 ans de coopération avec l'Occident, mais pas de résultats probants. Nous pouvons espérer maintenant avec la montée en puissance de la Chine. C'est un investisseur et non un profiteur. La Chine ne vient pas en Afrique par philanthropie. Ils ne sont pas là pour faire des œuvres humanitaires, ils sont là pour faire des affaires. Et de ce point de vue, la Chine est là pour défendre d'abord les intérêts de la République populaire de Chine. Ce qu'on appelle la relation fondée sur le gagnant-gagnant, le win-win, c'est une relation aussi fondée sur un rapport de force. Alors aujourd'hui, les relations entre la Chine et l'Afrique sont le reflet d'un rapport de force concret et ça renvoie à notre capacité de négociation. Cette Chine qui pompe des richesses considérables et des richesses, j'allais dire, de premier ordre au Congo, et en contrepartie, fourgue, si vous voulez, quelques infrastructures et quelques transferts de produits, mais surtout pas de transfert de technologie assez appréciable. Dans toute relation, il ne faut pas s'engager avec les deux jambes, si je peux bien m'exprimer ici. Et en toute chose, il faut faire un peu attention, parce qu'on pourrait dire que la Chine est en train de nous apporter son savoir-faire, mais en retour, qu'est-ce que nous gagnons dans ce savoir-faire? Je pense qu'ils sont là pour investir, mais également profiter, parce qu'on investit et on acquiert encore quelque chose. Si la Chine est en train d'investir au Mali, c'est bien pour avoir des profits après. Comme tous les autres pays européens, les pays de l'international, ils viennent ici pour acquérir des bénéfices, investir en quelque sorte. Alors nous pensons que la coopération sino-africaine nous amène aussi beaucoup de développement en Afrique. Et de deux, ils ont donné des opportunités, des ouvertures pour que les Africains puissent procréer des activités en Afrique. Pour qu'il y ait coopération gagnant-gagnant, il faut que les citoyens africains responsabilisés au sommet de l'État ou au niveau de la coopération de leur pays sachent qu'ils ont à défendre l'intérêt de leur nation, l'intérêt de leur pays. Professeur Kané, comment caractérisez-vous les relations qui existent aujourd'hui entre l'Afrique et la Chine? Ces relations, appelons-les coopération sino-africaine. Mais je crois que deux de vos interlocuteurs ont très bien compris. La Chine est une puissance économique émergente. Elle a aujourd'hui le deuxième produit intérieur brut au monde après les États-Unis et juste avant le Japon. La Chine est une puissance économique et nous savons tous que les puissances ont des intérêts et non pas d'amis. Alors, la première question qu'on peut se poser, que vient chercher la Chine en Afrique? Puisqu'elle vient chercher son intérêt. La première chose qui vient chercher la Chine en Afrique, c'est le pétrole et les matières premières stratégiques, comme l'or et le titane. Les choix viennent en Afrique parce que leur pays se développe, les industries se développent, ont besoin de matières premières et ont besoin d'énergie. La deuxième chose, c'est l'existence des marchés, de 1 milliard en fait d'habitants.
1 milliard d'habitants africains, qui n'ont pas un pouvoir d'achat très élevé, mais il ne faut pas oublier que les produits chinois ne sont pas des produits de haute qualité. Et qu'en conséquence, ce sont des produits qui correspondent bien au pouvoir d'achat de ces pays, de ces consommateurs africains. Au-delà de tout, je crois qu'il ne faut pas laisser jeter non plus le bébé avec l'eau, puisque si vous regardez aujourd'hui Bamako, les téléphones portables chinois ont permis même aux domestiques de maison de communiquer quotidiennement avec en fait leurs parents. En dehors de l'anecdote du téléphone portable, oui. Que retirent les pays africains dans leurs relations? J'allais y venir. Oh, très bien. Bah, exactement. Très bien. Alors, première chose, que retire en fait l'Afrique? La première chose, il est sûr que la demande chinoise a conforté la hausse des prix des matières premières. Voilà. Donc, l'intervention de la Chine, le fait que la Chine apparaisse sur le marché, a soutenu les prix des matières premières. Bon. La deuxième chose, quand même, qu'il faut établir, c'est que si nous pensons que la Chine va agir différemment des pays coloniaux qui étaient nos partenaires pendant les 5 premières années, nous nous fourrons le doigt dans l'œil. La Chine, aujourd'hui, nous vend des produits de basse qualité, elle ne fait pas de transfert de technologie. La Chine, aujourd'hui, lorsqu'elle construit des infrastructures chez nous, elle amène de la main-d'œuvre chinoise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création d'emplois pour les Africains. Pourquoi les Africains, les dirigeants africains acceptent-ils d'établir des contrats, des accords avec les Chinois sur ces bases-là, en particulier par rapport à la main-d'œuvre? Parce qu'ils n'ont pas une stratégie de long terme pour le développement de leur pays. Dans une coopération, notamment la coopération sino-africaine, si la Chine a une stratégie, elle a des besoins qu'elle veut satisfaire, les États africains n'ont pas de stratégie. Vous voyez bien, nous agissons par rapport au court terme. Donc ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est savoir ce que nous voulons de la Chine. Par exemple, demander la modification des contrats actuellement lorsque nous construisons des stades, etc. Faire en sorte qu'une proportion de la main-d'œuvre vienne des pays africains. Mais n'oubliez pas que même là également il y a débat, parce que je me rappelle que beaucoup d'interlocuteurs que j'ai rencontrés me disent qu'avant que les ouvriers chinois ne travaillent sur les chantiers en Afrique, beaucoup de chantiers restaient inachevés. Et que les Chinois travaillent donc en fait 24 heures sur 24. Voilà. Et que donc lorsque vous confiez alors. Donc il faut savoir faire la part de toutes ces choses-là. Entre une chose est sûre, c'est pas la Chine qui va développer une stratégie pour que l'Afrique bénéficie de la coopération qu'elle entretient avec les pays africains. C'est à nous de le faire. Très bien. Docteur Kouamba, nous avons constaté que les Chinois ne se mêlent pas des convulsions politiques qui agitent l'Afrique de temps à autre. Ils ne sont pas dans les droits de l'homme, ils ne sont pas dans toutes ces choses-là. Comment vous expliquez ça? Oui, je crois que la réponse est toute simple. Le professeur l'a dit. Les Chinois sont en Afrique pour chercher leurs intérêts. Mais les autres aussi. Ils ont besoin de matières premières. Donc, naturellement, ils vont fermer les yeux sur les questions des droits de l'homme, sur les questions de démocratie, pour pouvoir mieux protéger leurs intérêts. On l'a vu au Soudan avec le pétrole. Au moment où il y avait la guerre du Darfour, où l'Occident était en train d'accabler le président Béchir, mais les Chinois étaient là tranquillement en train de faire leurs affaires. Donc, je crois que pour que l'Afrique puisse bénéficier de cette coopération avec la Chine, c'est aux Africains de prendre leur destin en main, comme le professeur l'a dit, définir des stratégies de développement durable. Mais comment des pays désunis peuvent-ils élaborer une stratégie commune face à... Une remarque quand même. Oui. Avant, par rapport à la démocratie, mais la Chine elle-même, c'est pas une démocratie. Tout à l'heure, vous avez appris, il n'y a pas très longtemps, que le nouveau président chinois a été élu par le Parti communiste chinois. Oui. Le Parti communiste chinois, c'est 80 millions de militants. Et il y a 1,4 milliard d'habitants en Chine. Alors comment peut-elle lui donner des leçons alors que pour elle-même, la démocratie n'est pas en fait une priorité jusqu'à nouvel ordre? Je vais vous donner quelques éléments sur lesquels je voudrais que vous réagissiez. En Côte d'Ivoire, précaré français s'il en était. Le chantier d'extension du port d'Abidjan, 2 milliards de dollars, a été confié à la China Harbour Engineering. Les travaux du barrage de Soubré sont confiés à Sino Hydro. Les travaux ont même été lancés en présence du président Ouattara pour 375 milliards de francs CFA.
Les Chinois sont dans le café-cacao, dans le BTP, dans le chemin de fer, dans les cimenteries, les infrastructures militaires, et des négociations sont en cours relativement à des permis miniers et pétroliers. Houphouët-Boigny doit se retourner dans sa tombe. Oui, je crois que la Chine, comme toutes les grandes puissances, défend ses intérêts. La Chine défend ses intérêts et la particularité de la Chine, c'est que la Chine donne des avantages aux pays africains. Parce que c'est des projets qui sont exécutés à faible coût par rapport à ce que l'Occident nous propose. Pour échanger par exemple de 2 milliards de dollars, l'Occident va peut-être nous proposer de le faire, le même projet, à 4 milliards de dollars. Et dans ces conditions, naturellement, les États africains, avec de faibles capitaux, vont préférer la Chine aux pays occidentaux. Et comme je l'ai dit encore, les chantiers sont faits à temps, le délai est tenu, etc. Ouais. Et bon, je pense qu'on expliquera au président Houphouët-Boigny que les temps ont changé. Professeur, dites-moi, pourquoi les Occidentaux font-ils semblant d'avoir peur des Chinois et pourquoi transmettent-ils cette peur aux Africains? Peur des Chinois, je ne le crois pas. Je crois que c'est de bonne guerre lorsqu'un concurrent arrive sur un continent. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que jusqu'à présent, l'Afrique a été plutôt une chasse gardée pour les entreprises occidentales, notamment françaises. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'étaient pas habituées à compétir réellement. Or, ce que la Chine amène, qu'on le veuille ou non, c'est une vraie compétition. Nous avons un vrai choix. En conséquence, essayer de dénigrer l'adversaire est de bonne guerre. Mais c'est à nous de savoir où sont nos intérêts. Et j'espère que nos dirigeants garderont les yeux ouverts. Est-ce que le dynamisme économique chinois peut être considéré comme étant l'expression d'une culture? Est-ce la culture chinoise qui est le fondement de ce dynamisme économique? Et forcément, la culture a sa part là-dedans. Moi qui ai travaillé sur l'institution et le développement, il est évident que c'est dans un pays où l'état d'esprit, les attitudes, etc., les comportements tendent vers la création de richesses qu'on crée de la richesse. Donc il est évident que ce comportement est un élément là-dedans. Mais n'oubliez pas également une chose, comme je l'ai dit encore une fois, la Chine n'est pas une démocratie. En conséquence, vous savez que les rapports entre démocratie et développement sont des rapports ambigus contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'un régime fort qui peut mesurer les syndicats et qui peut éviter l'agitation sociale est un régime qui, dans une première étape, est très favorable à des taux de croissance à 2 chiffres. Bon, bien entendu, ça arriverait également en Chine. Lorsque les gens ont du pain, lorsqu'ils ont plus en plus de pain, ils finissent par demander des libertés. Donc je n'ai aucun doute que dans 10-20 ans, la Chine sera également obligée de donner de la liberté à son peuple. Docteur Koyamba? Oui, je crois que c'est un processus qui est en cours et dans l'histoire de chaque peuple, il y a des moments où le peuple se réveille. Donc, je crois qu'à l'avenir, le peuple chinois va se réveiller et demander la pratique d'une démocratie véritable, comme on le voit dans les pays occidentaux. Mais il y a une chose, le professeur l'avait souligné ici. La démocratie ne se limite pas dans les urnes. Ce n'est pas parce qu'on est parti mettre un bulletin dans l'urne qu'on a la démocratie. Non. Il faut cultiver cette démocratie pour que le peuple puisse mieux se sentir libre, mieux se sentir épanoui et aller vers le développement. L'Afrique peut-elle prendre exemple sur la Chine? Comment, si c'est possible? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que si on regarde le continent africain aujourd'hui, son principal échec de développement, c'est l'échec de l'industrialisation. Puisque l'Afrique représente aujourd'hui 14% de la population mondiale et nous représentons 1% de la production manufacturière mondiale. Alors, prendre l'exemple sur la Chine, ça veut dire à notre rythme, en fonction de notre propre contexte institutionnel, nous interroger sur ceux qui, chez nous, bloquent le développement industriel, ceux qui, dans notre culture, est défavorable à la création de richesses, et je crois que c'est le seul moyen pour l'Afrique d'aller de l'avant. Prendre l'exemple sur la Chine en disant il faut combattre la pauvreté et il faut le faire sans attendre. Oui, je crois que ce qui manque en Afrique, c'est une vision. On n'a pas de vision. Vous prenez un pays comme les États-Unis. Les États-Unis ont tracé, en quelque sorte, les voies de développement depuis des siècles.
les premiers chefs d'État ou bien les premiers hommes d'État ont tracé des voies. Ils ont laissé des canevas et les générations futures ont essayé de puiser dans ces canevas pour amorcer un réel développement. En Afrique, il n'y a pas de vision, il n'y a aucun plan. Nous, on fait du tâtonnement. Et dans ces conditions, il est difficile pour nous d'amorcer réellement le développement et la prospérité de nos peuples. Je dirais que l'écrivain célèbre dit que des vœux sans plan, des objectifs sans plan, cela s'appelle des vœux. Professeur, dernière question. Est-ce que la globalisation actuelle des échanges a favorisé le développement de la Chine? Oui, elle a favorisé. Vous savez, je vous donne un exemple. Vous savez, le grand débat aujourd'hui entre les États-Unis, l'Europe occidentale et la Chine, c'est réévaluer votre monnaie. Parce que la Chine a une stratégie, c'est qu'elle a une monnaie dont elle maintient le taux de change, en fait, dont elle maintient le taux de change artificiellement bas, de manière à ce que, à pouvoir donc envahir en réalité les marchés mondiaux. Aujourd'hui, dans le monde, la Chine produit chaque année 10 milliards de paires de chaussures. Elle produit 90% de tous les DVD qui sont produits dans le monde. Elle produit 76% de toutes les montres qui sont produites dans le monde. Eh bien, alors, c'est le combat. Donc, elle a une stratégie, effectivement, une stratégie basée notamment sur sa monnaie, le fait de tout le champ de sa monnaie, et dans un monde qui est de plus en plus ouvert, il est évident donc qu'elle aura accès à un marché. Alors, notre question de départ était la Chine, investisseur ou prédateur? Pour ce qui me concerne, si je prends le sens du mot prédateur, qui vont dire bête sauvage qui se nourrit sous les autres, ou qui veut dire quelqu'un qui se développe en détruisant les autres, je pense que le mot est exagéré, le mot prédateur est exagéré. La Chine a avec nous les mêmes relations qu'avec les anciennes colonies. C'est une puissance dominante, une puissance qui est en Afrique essentiellement pour, en fait, son intérêt. Et je ne le reproche pas, c'est absolument normal. C'est à nous d'avoir une vision pour notre avenir. C'est à nous d'avoir des stratégies. C'est à nous d'utiliser le potentiel qui s'appelle la Chine. Docteur Kouamba, vous avez la parole en dernier sur ce sujet. Oui, je crois qu'il revient aux Africains de se mettre au travail pour pouvoir mieux tirer des profits de cette relation entre la Chine et l'Afrique. Ce n'est pas la Chine qui va venir le faire à notre place. Si nous comptons sur la Chine, comme le professeur a dit tout à l'heure, nous nous foutons le doigt dans l'œil. Très bien, je vous remercie messieurs. Nous sommes arrivés au terme de la deuxième partie de notre émission. Nous allons passer aux appels téléphoniques. Monsieur Bidji, nous avons Monsieur Bidji du Cameroun en ligne. Bon, moi je disais que, en parlant de la République centrafricaine, le problème qui se pose dans ce problème est très grave. Il faut que tous les Africains se mettent debout. Parce que la République centrafricaine est toujours la même chose. Vous savez, le président Bozizé est arrivé au pouvoir après 3 tentatives de coup d'État. C'est-à-dire que chaque fois les Français le prenaient de l'avion, de Paris, ils le déposaient en N'Djamena. Et ils envoyaient ces éléments attaquer Patassé. Quand ça échouait, ils allaient reprendre le président Bozizé en N'Djamena, on le ramenait à Paris. Ils ont fait ça 2 fois. Et c'est à la 3e fois qu'ils ont réussi. Donc c'est la même chose qu'on vient de faire avec notre dit Michel. Et j'estime que ce n'est pas normal que les Africains continuent à accepter ça. Parce que le Tchad a lâché Bozizé parce que la France lui a imposé. Et ce n'est pas normal. Merci, M. Bidji. Merci. Nos invités vont réagir sur votre opinion. Docteur Kouamba. Oui, je crois qu'il faut revenir aux causes qui ont fait qu'aujourd'hui le président Bozizé est évincé du pouvoir. Le président Bozizé est arrivé au pouvoir par les armes, mais il a dirigé le pays pendant 10 ans avec sa tribu, avec son clan. C'est la malgouvernance qui nous a conduit aujourd'hui à l'évincement du président Bozizé du pouvoir. Donc, pour éviter que les autres ne se mêlent de nos problèmes, c'est à nous de monter des preuves de maturité politique.
C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'il nous faut des hommes d'État capables de pardonner, capables de s'effacer quand il le faut, capables de prendre en charge l'intérêt de la majorité. Tant qu'on va privilégier l'intérêt de la minorité, naturellement, on ne pourra que connaître de tels résultats. Nous avons M. Kiamené en ligne. Bonsoir, M. Kiamené. Vous êtes sur Africable Télévision. Bonsoir. Donnez votre avis. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Youssou. Bonsoir. Par rapport à l'histoire de la République centrafricaine, moi, je me dis que Bozizé est arrivé à la tête de l'État centrafricain par la force en chassant Patassé. Si aujourd'hui il est à son tour chassé par la force, c'est vraiment logique. Surtout qu'il a refusé de mettre en place les accords de librairie qui étaient censés être pour lui une porte de sortie honorable. Au-delà de ça, je demande au chef de l'État actuel de tout faire pour le retour à un ordre constitutionnel en mettant en place une équipe transitoire qui aura pour mission l'organisation des élections crédibles dans un délai raisonnable, qui ne soit surtout pas candidat. Et s'il n'est pas candidat, il aurait ainsi écrit en lettres d'or une page de l'histoire centrafricaine. Parce que chaque homme, chaque femme de ce pays représente une facette de cette histoire. Merci, M. Kiamené. Je reviens vers nos invités. Oui. Professeur Kane. Je vais insister sur une chose quand même. Je crois qu'il est un peu difficile de justifier le coup d'État actuel par celui qu'avait fait Bozizé dans le passé. En réalité, toute interruption brutale du pouvoir, en réalité, dans une démocratie, est un mauvais coup qui est porté au pays. Oui. Ouais. Mais bien, vous avez vu vous-même tous les pillages qui ont eu lieu. Qui va venir investir dans un pays où on peut se lever, en fait, venir renverser le gouvernement et payer tout ce qui existe? Donc je pense que de toutes les façons, un coup d'État, quels qu'en soient les motifs, quelles que soient les motivations, est un mauvais coup qui est porté au pays. Très bien, M. Kane. Après M. Kiamené qui nous a appelé de Conakry, nous avons M. Demba Mohamed qui appelle d'Abidjan. Oui. M. Demba, bonsoir. Vous êtes sur Africable Télévision. Vous avez la parole. Bonsoir, M. Mariko, depuis Côte d'Ivoire. Allez-y, vous avez la parole. Bon, ce concernant sur Centrafrique. Allez-y. Vraiment, je ne comprends pas les dirigeants africains. Je ne comprends pas les dirigeants africains, je ne comprends pas la France. Toujours c'est l'Afrique qui est mélangée. Toujours c'est le même pays qui a problème. Quand ton voisin a problème, c'est que toi-même tu as problème. Donc, tous les chefs d'État de l'Afrique centrale doivent chercher solution à ces problèmes-là. Parce que chaque fois coup d'État, moi je ne comprends pas. C'est pourquoi je veux savoir exactement ce qui se passe au fond. Parce que la population souffre. Monsieur Mariko. Oui, Monsieur Mohamed, très bien. Nous avons compris votre préoccupation. Nous allons revenir vers nos invités qui vont tenter de nous éclairer un peu, parce que nous aussi, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe dans ce pays. Donc, je me tourne vers Dr Koyamba. Oui. Pardon? Oui. Le Dr Koyamba va vous répondre. La population centrafricaine est en train de souffrir depuis plus de 15 ans maintenant. Et je crois que nous ne pouvons pas continuer toujours à accuser les autres. Et je vais donner ici cette réflexion d'un écrivain africain, Jean Pliat, qui disait, je cite, « Notre pays porte en lui le ver qui le ronge. S'il faut accuser les impérialistes et les colonialistes, il est aussi urgent d'assainir la maison. » Donc, accuser les autres, oui, c'est vrai. Mais nous, Centrafricains, nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons concrètement? C'est à nous de nous remettre en question. Quelles sont les causes profondes de ce désordre que nous sommes en train de vivre depuis plus de 2 décennies? Et une fois que nous aurons trouvé des questions essentielles à ce questionnement,
je crois que nous aurons trouvé la voie de sortie définitive de cette crise. Monsieur Mohamed, vous êtes toujours en ligne? Nous n'avons plus Monsieur Mohamed qui appelait d'Abidjan. Par contre, nous avons Monsieur James Ngumbu qui appelle de Paris. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes sur Africable Télévision, vous avez la parole. D'accord. Bon, moi, j'appelle sur... je crois que l'actualité aujourd'hui, c'est la centrale. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Vous êtes en ligne, allez-y. Oui, moi je disais que l'actualité la plus importante aujourd'hui en tant qu'Africain, c'est le coup d'État qui s'est passé en République centrafricaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, alors moi je crois que ce qui s'est passé en République centrafricaine, ça nous renvoie encore 10 ans après pour dire que les coups d'État en répétition en Afrique doivent être encore toujours condamnés. Ça c'est vrai, la première chose. Parce que si on veut obtenir un pouvoir, il faut passer par le processus électoral. Mais malheureusement, la plupart des Africains, et surtout ceux qui sont en République centrafricaine, on a toujours recours aux armes. Alors, c'est d'abord la première chose. La deuxième, c'est les conséquences. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là? Nous sommes arrivés là parce que le régime en place de pouvoir Bozizé n'a pas pu apporter au peuple centrafricain le minimum de ce que les Centrafricains espéraient en termes démocratiques. Comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui démocrate et ne pas respecter la constitution de son pays? Donc Bozizé est parti parce que, effectivement, lui-même, il n'a pas voulu mettre en place le minimum en termes démocratiques. Il n'a pas respecté cela. Et malheureusement, les chefs d'État africains de la sous-région ont au moins cherché à mettre en place un mécanisme qui amènerait le minimum des conditions sur le plan démocratique. Et là encore, malheureusement, le président Bozizé n'a pas respecté ce qui a été dit relatif aux accords de Libreville, qui avait demandé à ce que le président Bozizé compose avec la rébellion, compose également avec l'opposition politique, l'opposition démocratique. Très bien, M. Ngumbu. Les Libreville ont été violés par le président Bozizé et les résultats aujourd'hui. Merci, M. Ngumbu. Nous avons compris votre préoccupation. Et nos invités vont réagir à votre avis. Oui. Je crois que en mars 2003, lorsque le président Bozizé prenait le pouvoir à Bangui, d'après tous les analystes à l'époque, c'était pour conduire une transition qui devait durer 2 ans. Et à la fin de cette transition, il devait organiser les élections et se retirer du pouvoir. Malheureusement, il a dit que le peuple a besoin de lui. Il s'est présenté aux élections et on a vu la suite. Et je crois qu'à l'époque, même le président Alpha Ouma Konaré lui avait conseillé de ne pas se présenter. On espérait à l'époque qu'on allait avoir le cadre d'école qu'a fait le général ATT, qui a organisé, qui avait pris le pouvoir en 91 au Mali, qui a fait la transition et a remis le pouvoir à un président civil et qui s'est retiré de la scène politique. Mais malheureusement, cela n'a pas fait école. Et aujourd'hui, la Centrafrique se retrouve avec ces coups d'État à répétition. Nous avons M. Pambo de Libreville en ligne. Bonsoir, M. Pambo. Bonsoir. Vous êtes sur Africable Télévision. Vous avez la parole. Oui, je voudrais simplement donner mon point de vue sur cette situation déplorable qui secourt à nouveau l'Afrique centrale en République centrafricaine. Juste pour revenir sur le caractère instable
de ce pays depuis son accession à la souveraineté internationale. La Centrafrique est certainement le pays le plus trouble de toute la zone de la CEMAC, et cette situation pourrait à l'avenir peut-être impacter négativement sur toute la sous-région Afrique centrale. C'est vrai qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place dans l'optique de maintenir le climat de paix dans tout l'espace CEMAC, mais les coups d'État récurrents en Centrafrique commencent à poser un réel problème. Il serait souhaitable qu'au niveau de la CEMAC, les chefs d'État se saisissent sérieusement de ce problème. On salue déjà le fait qu'ils se soient réunis il y a 2 jours à Djamena au Tchad pour essayer d'accompagner les premiers pas du nouvel homme fort de la Centrafrique, Michel Djotodia, par rapport à sa prise de pouvoir. Mais je pense qu'il serait plus important qu'on règle le problème à la racine. Et régler le problème à la racine, ce serait mettre en place tous les éléments qui arriveraient à véritablement mettre la République centrafricaine en ordre de marche. Faire en sorte que la césure, que la rupture qui existe entre les Centrafricains du Nord et ceux du centre ou du Sud disparaissent. Il est important que ce pays soit le pays qui produit du diamant. Merci M. Pambo. Nous avons compris votre point de vue et je reviens vers nos invités qui vont réagir dessus. Oui, je crois qu'en Centrafrique, s'il y a des coups d'État récurrents, c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de gouvernance à la base, on va toujours connaître des cycles de violence. Il faut rapidement régler la question de la bonne gouvernance, régler la question de la communion, de la cohésion sociale en Centrafrique. Pourquoi je dis cela? En 2005, nous avons un artiste centrafricain, centrafricano-congolais, qui vit en France et qui avait été présenté par son producteur. Moi, je l'ai regardé en direct sur TV5. C'est l'artiste Singila. Singila, en sango, qui est notre langue nationale, veut dire merci. Dans toutes les zones bantoues, c'est la Centrafrique qui est le seul pays qui emploie Singila pour dire merci. Mais Singila s'est présenté sur TV5 comme étant un Congolais. Et quand on a demandé, est-ce qu'il a eu l'occasion d'aller en Centrafrique, qui est le pays de son père? Il a dit oui, qu'il a eu l'occasion d'y aller, mais les gens là-bas sont très tribalistes. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, professeur Kane et docteur Koyamba, de votre contribution à cette émission. La semaine prochaine, nous débattrons des problématiques de l'environnement à travers le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, le SILS. Et notre deuxième sujet va consister à nous demander quelle réconciliation pour le Mali, alors que vient d'être créée une commission en charge de cette problématique. Vous pourrez donc participer à cette émission en téléphonant au 00 223 44 20 80 80 ou en envoyant votre SMS au 00 223 74 22 59 73 et votre email à votre avis @africabletelevision.com. Bonne soirée chez vous et à vendredi prochain.